Bonsoir et bienvenue. Il y a le générique qui ne veut plus s'arrêter, mais vous inquiétez pas, nous sommes bien ensemble. Il est 18h33, on est en direct, on est sur Boursorama. Merci d'être avec nous. On va parler pendant 40 minutes, peut-être plus ce soir, investissement et plus particulièrement investissement en ETF sous toutes ses formes à travers les différentes enveloppes, comme le précise justement le titre. Et oui, parce que l'ETF, ce fonds indiciel peu chargé en frais, négociable comme une action, eh bien, au fur et à mesure qu'il devenait de plus en plus répandu, de plus en plus populaire, on a pu l'inclure, on peut désormais l'inclure dans une large gamme de produits d'épargne, le PEA, l'assurance vie, le PER. On va notamment faire un focus sur le PER car on est justement dans la bonne période pour cela et on va vous expliquer pourquoi. On voit, pour faire le tour de ce sujet très complet et pour vous répondre le mieux possible ce soir, j'ai des experts en nombre sur le plateau. J'accueille donc ce soir Isor Chaban, directrice vente iShares France chez BlackRock. Bonsoir Isor. Bonsoir Laurent. À côté d'elle, Arnaud Gian, directeur iShares France chez BlackRock. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Laurent. On ne le présente plus, Andrea Dagnano, chef de produit bourse chez Boursorama. Bonsoir Andrea. Bonsoir Laurent. Et Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonsoir Henri. Bonsoir Laurent. Alors, on va vous raconter le programme rapidement. Déjà, un point de conjoncture, toujours utile pour y voir clair avec vous, Henri. Et puis, comme je le disais, on va faire le tour d'horizon des produits dans lesquels on peut mettre des ETF. On va commencer par le PER, et puis voilà, on passera le PEA, l'assurance vie et le compte titre. Mais avant, Henri, je me tourne vers vous. Il faut qu'on parle quand même un petit peu, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, sur ce qui se passe sur les marchés. On fait des points réguliers tout au long de l'année ensemble. Et on a dit jusqu'à présent que certes l'année 2002 avait été plutôt compliquée, plutôt exigeante, sauf que là on est sur une séquence récente plutôt positive pour le CAC 40 qui gagne plus de 10% en un mois. Là la question que tous les gens qui nous regardent doivent se poser, c'est feu de paille ou rebond durable des marchés? Est-ce que le pire est passé, Henri? Alors je pense qu'il est sans doute un peu tôt pour dire que le pire est passé. Cette séquence d'ailleurs nous rappelle ce qu'on avait vécu l'été dernier. On avait eu 6-7 belles semaines pour les marchés boursiers avant d'être douchés à la fin de l'été par le discours du banquier central américain qui avait rappelé à tous les investisseurs que malheureusement la séquence de hausse de taux n'était pas terminée. Alors, ce qui aujourd'hui soutient les marchés, ce sont des chiffres encourageants au niveau de l'inflation américaine et on sait que l'économie américaine, la politique monétaire américaine font partie des principaux drivers aujourd'hui du sentiment de marché. Et il est clair qu'avec un chiffre de l'inflation aux États-Unis qui semble avoir passé son pic, aujourd'hui les marchés anticipent un changement de ton du banquier central américain. Et ce changement de politique monétaire, derrière évidemment, soulagerait beaucoup de monde, puisqu'évidemment plus le banquier central américain va être restrictif, plus son impact sur l'économie, l'activité économique sera fort. Alors aujourd'hui, je disais qu'il est un peu tôt pour en juger parce qu'on n'a eu qu'un point et on ne peut pas juger d'une tendance sur un seul point. C'est un peu trop récent. Et même si on a un certain nombre d'indicateurs convergents qui quand même commencent à donner l'impression que cet emballement de l'inflation est sans doute derrière nous, on sait que le banquier central va prendre son temps. Parce qu'il s'est déjà trompé par le passé et donc il ne veut pas se tromper une deuxième fois. Et donc il va plutôt attendre trop longtemps que pas assez pour être sûr que le pic d'inflation est vraiment derrière nous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore devant nous une séquence pendant laquelle le banquier central va revenir vers les marchés en disant on doit encore monter les taux, on va être évidemment attentif à l'économie, mais on ne peut pas s'arrêter là. Ce que disait Jérôme Powell, je crois que c'est... il faudra faire pas le reproche d'en faire plutôt trop que trop peu. Exactement. Et si vous vous souvenez, après la conférence de presse qui a suivi le dernier comité de politique monétaire, c'est exactement ce qui s'est passé. Le compte-rendu du comité avait été perçu de manière positive par les marchés. Et tout de suite, M. Powell est arrivé pour doucher l'enthousiasme. Donc évidemment, si les marchés rebondissent trop, finalement, ça va contre la politique monétaire de la Fed et on a le risque de voir la Fed, à un moment donné, venir calmer tout le monde en rappelant qu'elle est engagée d'abord et avant tout sur une trajectoire de restriction monétaire. Bon, mais des signes encourageants, moi, c'est ce que je retiens quand même. On crie pas victoire, mais... Tout à fait. Un, des signes encouragements et deux, finalement, une volatilité qui permet à des investisseurs réguliers de progressivement bénéficier de points bas, parce que des points bas, on en a connu plusieurs cette année. Et sans doute, si on en a d'autres, ce sera une bonne chose pour les gens qui investissent avec un horizon long, puisqu'évidemment, quand on investit avec un horizon long, finalement, cette incertitude de court terme a peu d'impact sur le long terme. Bon, voilà pour le point de marché. On a dit investir en ETF dans les différentes enveloppes. On va peut-être rappeler, avant de parler de ces différentes enveloppes, ce qu'est un ETF, rappel synthétique, précis, avec vous Arnaud.
Très bien. Vous l'avez déjà évoqué très rapidement dans l'introduction. Petite définition sommaire. Donc déjà, quand on parle d'ETF, c'est une terminologie anglaise, donc on parle en fait de fonds cotés en bourse. Si je m'arrête sur le premier mot, fonds, donc on parle en général d'un panier de valeurs qui permet d'atteindre une diversification. On en parle très souvent avec vous. C'est vraiment le mot magique qui revient le plus souvent, donc ça permet d'obtenir cela. Le fait qu'il soit coté en bourse permet à l'investisseur d'avoir une exposition immédiate, donc de pouvoir acheter et vendre vraiment avec à l'intérieur des horaires de cotation classiques que l'on connaît en Europe, ou sur Euronext Paris par exemple. Et donc si on fait un rappel assez court dans le temps, mais sur la session de jeudi dernier, où il y a eu ce rebond spectaculaire lié effectivement à ce niveau d'inflation qui était plus faible. Moins fort qu'attendu. Exactement. Donc soit en fait on investissait en ETF au moment où on a vu effectivement ces chiffres, soit on devait attendre sur un fonds classique de payer 4% de plus un S&P 500 ou un fonds sur les actions américaines. Donc ça permet effectivement d'être beaucoup plus réactif par rapport à l'environnement de marché. Et le dernier point important, c'est que quand on parle d'ETF, on parle en général de fonds qui répliquent la performance d'un indice. Et donc ce processus de gestion permet d'avoir énormément d'économies d'échelle et d'avoir un coût relatif à d'autres typologies de gestion beaucoup plus faibles en frais de gestion. On a des niveaux de l'ordre de 90% de baisse par rapport à une gestion traditionnelle. Il y a des statistiques plutôt aux États-Unis qui affichent même 92%. Donc même avec le Black Friday, on n'arrive pas à ces niveaux d'écart de ristourne. Donc voilà, une fraction du coût. Bon ben voilà, rappel donc de la conjoncture de ce qu'est un ETF. On va maintenant parler de ces différentes enveloppes. On l'a dit, on commence par le PER, le plan d'épargne retraite. Andrea, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes du PER et puis aussi de sa déclinaison Made in Boursorama? Je veux parler bien sûr de Matelas. Bien sûr, on va parler de Matelas, qui est donc du coup... pas besoin de Black Friday non plus. Là donc, aussi, pareil. Le plan d'épargne retraite le moins cher du marché sur la gestion pilotée Horizon Retraite. Puisque, vous pouvez le voir là, du coup, on est sur un produit qui n'a aucun droit d'entrée ni de sortie, moins de 1% de frais tout compris, et 0 € de frais sur les versements libres et les versements programmés. Donc, voilà, le PER le moins cher du marché sur la partie gestion Horizon Retraite. Évidemment, c'est un produit Boursorama, donc il est accessible, c'est-à-dire que du coup, tout est 100% en ligne, évidemment. Le montant de versement initial minimum, c'est 150 €. Donc effectivement, c'est raisonnable. Plutôt assez bas. Pour la partie versement libre programmé, c'est dès 50 € par mois. Et pour les versements libres, au même titre que le versement initial, on est à 150 € par mois. Donc un produit le moins cher du marché sur la gestion pilotée et extrêmement accessible du coup pour tous les clients. Extrêmement accessible et plusieurs modes de gestion. Et plusieurs modes de gestion, donc ça c'est assez récent, puisque jusque-là on n'avait que la partie gestion pilotée Horizon Retraite. On a lancé également la gestion libre. Alors si on s'attarde juste rapidement sur la partie pilotée Horizon Retraite, elle propose 3 profils de gestion, prudent, équilibré, dynamique. Donc évidemment la recommandation est faite en fonction du profil du client, qui effectivement a l'association. C'est ce qu'on remplit au départ. Exactement, il y a plusieurs questions pour savoir exactement quelle orientation on a, notre appétence au risque, et en fonction de tous ces éléments, on va déterminer quel est le profil de gestion le plus adapté au client. Donc il y a une sécurisation de l'épargne, donc une désensibilisation du risque en fonction de l'âge, de l'approche de l'âge de la retraite. Et bien sûr, le produit est composé exclusivement d'ETF iShares, tous labellisés ISR. Donc là, c'est 100% ETF dans ce 100% ETF Horizon. et 100% ISR. D'accord. Donc on appelle investissement socialement responsable, label gouvernemental, du coup label ISR. D'accord. Et la gestion libre, du coup, à côté, qui est toute récente, qui propose donc plus de 60 supports en unité de compte, dont plus de 50 au PCVM, et 6 supports indiciels iShares sur les expositions majeures qu'on peut avoir d'un point de vue géographique, par exemple, avec une exposition Amérique du Nord, Europe, marché émergent, monde. Bon, au risque de voir nos chevilles un petit peu enflées, Andrea, oui. On peut regarder. Il fallait la sortir cette slide. C'est un produit qui a été pas mal récompensé par la presse spécialisée. J'allais dire qu'il a été reconnu par ses pairs. Ouais. Joli. Mais en tout cas, il a reçu un certain nombre de récompenses, dont
la notation de Cantalis qui le reconnaît effectivement comme étant le pair le moins cher du marché sur la partie gestion pilotée horizon retraite. On ne va pas s'attarder sur chacun des prix évidemment reçus par le produit, mais en tout cas il a été reconnu sur la place. Voilà. Si on rentre justement donc du coup sur les caractéristiques du produit, est-ce qu'on peut refaire un point global? Alors là on l'a dit déjà, 100% ETF, 100% label ETF ISR, avec c'est ce qu'on a précisé. ISR, voilà. Peut-être un point sur les frais, parce qu'on voit que les frais, sur un produit long comme ça a toute son importance. Alors, parce que ça peut venir grignoter la performance, et c'est pas ce qu'on veut sur un PER. Donc là, il y a tout un tas de chiffres qui apparaissent à l'écran. Alors, pour faire très simple, on part du principe que les frais sur le PER, donc Matelas, sont en moyenne 30% moins chers que le marché. D'accord. Quand on a dit ça, si on prend le cas là, qui apparaît à l'écran donc de Lucie, qui a investi 100 € par mois avec un premier versement de 5 000 € sur 25 ans, donc sur une durée assez longue. Qu'est-ce qui se passe au bout de ces 25 années, sur la partie frais en tout cas? On constate que sur un autre PER concurrent, elle aurait payé donc à peu près 25 000 € de frais, si on veut arrondir. Avec le PER Matelas, les frais sur cette durée de détention d'investissement, avec cet investissement de 100 € par mois, seraient d'environ 10 689 €. Donc on a 15 000 € d'écart, grosso modo, entre les deux. Pour simplifier, 15 000 € d'écart sur 25 ans, c'est quand même une somme considérable pour exactement les mêmes caractéristiques, les mêmes versements effectués par l'investisseur. Bon, j'en profite, il y a Henri juste à côté de vous. On a parlé effectivement de la gestion pilotée Horizon avec 3 profils. Henri, prudent, équilibre, dynamique. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ces 3 profils? Oui, parce que ces 3 profils, ils correspondent en général au profil type des investisseurs. Les investisseurs n'ont pas tous la même tolérance au risque. On a des investisseurs qui sont moins sensibles finalement à la volatilité qu'on évoquait tout à l'heure, à la possibilité de voir les marchés actions connaître des hauts et des bas, qui ont finalement un objectif de long terme et qui est avant tout un objectif de performance, et donc qui sont prêts à tolérer ce risque. Et pour ces investisseurs-là, on a conçu un profil qui va être évidemment beaucoup plus investi sur les marchés d'actions, qui va être plus volatile, mais qui va être sans doute plus rémunérateur sur le long terme. A contrario, on sait très bien qu'on a d'autres profils d'investisseurs, des profils beaucoup plus prudents. Il y a des profils équilibrés, donc plus intermédiaires. Les profils prudents, évidemment, on va avoir tendance à les investir de manière préférentielle sur des produits obligataires, ceci afin de dégager régulièrement du rendement et, si possible, avoir moins de sensibilité à la volatilité des marchés. Je parle de la volatilité action, même si 2022 était une année où on a eu exceptionnellement beaucoup de volatilité sur les marchés obligataires. Mais ça, c'est vraiment un point singulier. Si on regarde sur 40 ans, 50 ans, on n'avait jamais vu une telle volatilité sur les marchés obligataires, ou en tout cas très rarement. Ce n'est pas du tout la moyenne. Et pour un produit comme le PER, qui est un produit qui est conçu pour un horizon d'investissement long, la volatilité associée aux obligations est traditionnellement beaucoup plus faible que celle associée aux actions. Bon, on parle justement de pilotage, de gestion pilotée à horizon. Ça veut dire quoi, Andrea, la gestion pilotée à horizon? Alors, gestion pilotée, belle expression. Alors, c'est une bonne expression, effectivement. C'est simplement, effectivement, que, on le disait tout à l'heure, le client va donc remplir son profil d'investisseur et il va être investi sur la durée qui lui reste jusqu'à son départ à la retraite. Et en fait, un client qui va choisir un profil équilibre ou dynamique, enfin qui va choisir, en tout cas on va lui recommander le profil adapté, en fait, en fonction de l'âge qui lui reste avant sa retraite, en fait, il va être au fur et à mesure désensibilisé au risque pour atterrir sur un produit qui est évidemment tout proche de sa retraite, beaucoup moins impacté par la volatilité sur les marchés en fait. Ce qui est différent de ce qu'on peut proposer dans d'autres enveloppes où il n'y a pas de désensibilisation. Pas facile à dire. Exactement. En fonction du coup d'un âge ou d'une période. Et donc là, c'est la différence avec ce qu'on peut trouver sur d'autres gestions en assurance vie, en PEA ou sur d'autres enveloppes fiscales. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est une des différences aussi qui existe entre la gestion pilotée et la gestion libre. La gestion libre, par définition, ne va pas s'ajuster progressivement au passage du temps et au fait qu'on se rapproche de la date théorique de départ en retraite. Plus l'horizon est court, plus la sensibilité aux fluctuations des marchés est forte. Et donc l'investisseur qui se rapproche de son horizon de départ en retraite, finalement, il a plutôt intérêt à sécuriser progressivement la valeur de son patrimoine. Ce qu'on ne fait peut-être pas, Henri, quand on est seul aux commandes. Alors, ce qu'on ne fait peut-être pas, ou peut-être qu'on n'a pas naturellement envie de faire, dans la mesure où il faut quand même regarder ce qui se passe historiquement. Statistiquement, les marchés ont plutôt tendance à monter 5-6 années sur 7 ou 8, et on dit qu'ils montent en prenant l'escalier et qu'ils baissent en prenant l'ascenseur. Qu'ils montent doucement et qu'ils baissent d'un coup. Et donc, c'est vrai que
On a toujours tendance à vouloir rester une année de plus. De Quand faire on une voit marge les de marchés, plus, ouais. quand on voit les marchés monter de 5, 6, 7%, allez hop, on essaie de se redonner une année. Et malheureusement, c'est un biais assez bien connu, qui est que souvent les investisseurs restent un peu trop longtemps et subissent des pertes. Et malheureusement, dans ces cas-là, quand l'horizon qui leur reste n'est pas adapté à l'amplitude des pertes qu'ils subissent, ils ont tendance parfois, trop souvent, à couper les positions, ce qui est sans doute le pire. On a commencé avec vous, Henri, on a fait ce point de marché, on l'a dit, année 2002, assez incroyable. Quelles conséquences vous en avez tirées sur la composition des allocations justement du PER? Alors d'abord, il faut savoir qu'on révise à minima une fois par an la structure des différents portefeuilles. Donc on parlait des 3 grilles, prudent, équilibre et dynamique, et ce, quel que soit l'horizon. Donc de l'horizon 1 an avant la retraite jusqu'à l'horizon 25 ans et plus avant la retraite. Donc tous les ans à minima, et évidemment quand les marchés bougent beaucoup, un peu plus fréquemment, on se pose la question de savoir si, compte tenu des mouvements de marché et surtout de nos anticipations de rendement futur pour les différentes classes d'actifs, on a besoin ou non d'ajuster ces grilles. Alors après, il faut tenir compte du fait que pour l'essentiel des investisseurs, on a des horizons qui sont significativement long. Voilà. C'est-à-dire que l'horizon traditionnel sur les marchés, c'est aux alentours de 5-7 ans, mais pour un PER, on est plutôt sur du 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand on regarde les anticipations de rendement sur des horizons aussi longs, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont assez peu sensibles à la volatilité courante du marché. Le marché peut bouger beaucoup à un instant donné, mais finalement, s'il baisse de plus ou moins 10%, rapporter un horizon de 20 ans, ça a relativement peu d'impact sur ce que vous pouvez espérer statistiquement gagner sur une classe d'actifs ou sur une autre. Donc bien évidemment, on a tenu compte des mouvements, bien évidemment, on a ajusté certains portefeuilles. Ça s'est traduit d'ailleurs par un allègement dans certaines grilles des actions vers les obligations. Il faut bien voir que ce qui s'est passé cette année, je l'évoquais tout à l'heure, assez exceptionnel, c'est finalement plutôt favorable pour l'environnement obligataire. Donc ça, on en a tenu compte dans la construction de portefeuille. Également, on a ajusté au niveau géographique. On a un peu allégé sur la partie actions européennes au profit des actions américaines. Sans trahir de secret, l'Europe est au cœur de la triple crise que nous vivons. Les États-Unis, de ce point de vue-là, sont un peu plus immunisés. Triple crise, énergétique, la guerre énergétique, la guerre, le choc post-Covid, redémarrage, et évidemment, on va dire un choc plus structurel lié à la transition de nos économies vers des économies décarbonées. Ces 3 chocs-là sont des chocs inflationnistes, et ce sont des chocs qui conduisent les banquiers centraux à adopter désormais une politique structurellement plus restrictive. Donc, aux États-Unis, finalement, il y a moins de sensibilité à ce triple choc qu'il n'y en a en Europe. Et donc, on sait en tout cas, on anticipe une économie américaine qui va être plus résiliente de ce point de vue-là. Bon, forcément, un des atouts du PER, c'est aussi la fiscalité. Alors, si vous voulez tout maîtriser sur le sujet, il y a un webinaire qui va se tenir, qui sera dédié à ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire. Là aussi, on vous mettra le lien dans le replay de la vidéo. Peut-être quand même, Andrea, on va se faire un petit rappel synthétique sur la fiscalité, les avantages de la fiscalité du PER. Ouais, je sais que vous aimez la fiscalité, Laurent. Donc c'est important en même temps. Voilà. Alors, pour faire très simple, on ne va pas effectivement aborder tous les cas spécifiques. Ça, comme vous l'avez très bien dit, il y a un webinaire dédié qui pourra vous répondre à vos questions sur des situations très, très particulières. Très spécifiques, oui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les sommes que les clients ou les investisseurs vont pouvoir verser sur leur plan épargne retraite, que ce soit en versement libre d'ailleurs ou en versement programmé, s'ils choisissent du coup l'avantage fiscal à l'entrée, parce qu'on va le voir, il y a deux façons, il y a deux méthodes. Il faut savoir, donc s'ils choisissent l'avantage fiscal à l'entrée, que les sommes versées sur le plan viendront en déduction du revenu imposable sur l'année en question. Alors, c'est sympa. C'est plutôt sympa. Alors, c'est bien sûr plafonné. Donc, le plafond, c'est soit 10% de vos revenus professionnels sur l'année, soit 4 114 €. Donc, ça, c'est calculé par rapport, ça s'appelle le PAS. Enfin, voilà, c'est quelque chose de forfaitaire. Mais bon, donc, soit 10% de vos revenus, soit, si c'est plus avantageux, 4 114 €. D'accord. Donc là, c'est l'avantage fiscal à l'entrée. S'il y en a un à l'entrée, du coup, il n'y en a pas un à la sortie. Et on ne peut pas être gagnant sur les deux tableaux. Voilà. Donc, vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre. Du coup, qu'est-ce qui se passe à la sortie ? Si vous avez opté pour l'avantage fiscal à l'entrée, du coup, eh bien, donc tous les versements que vous aurez faits, du coup, sont comptabilisés. Et quand vous allez retirer l'argent, une fois que vous serez à la retraite et que le père, donc, vous pourrez retirer l'argent, du coup, les montants qui seront retirés seront, eux, du coup, entreront du coup dans le calcul de vos revenus imposables. Oui. Et les plus-values, par contre, générées, toutes les primes générées sur le contrat, que ce soit un avantage fiscal à l'entrée ou à la sortie, elles seront donc taxées à 30% en prélèvement forfaitaire unique, du coup, au moment des retraits
sur votre plan. Bon, je disais dans mon intro que c'était le moment pour parler du PER. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques dates importantes à retenir? Point calendrier. Il y a surtout une date importante, c'est-à-dire que si vous voulez, si vous ne l'avez pas encore fait, vous n'avez pas encore fait de versement libre ou vous programmez sur votre plan et que vous voulez effectivement profiter de cet avantage fiscal, eh bien vous avez jusqu'au 22 décembre. Alors là, on parle bien du produit matelas de Boursorama, ça n'engage pas effectivement les autres produits de la place. Donc vous avez jusqu'au 22 décembre inclus pour effectuer des versements qui seront pris en compte pour de cette déduction du coût de revenu imposable sur l'année 2021. Donc on se le note, 22 décembre, et dernier délai. C'est le moment de le noter sur vos tablettes. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur le PER. On l'a vu pour du placement de long terme, peu chargé en frais et avec un avantage fiscal. On va maintenant passer au PEA, le plan d'épargne en action qui permet d'acquérir et de gérer des actions d'entreprise européennes tout en bénéficiant, là aussi, sous condition, d'un avantage fiscal. Est-ce qu'on peut faire, là aussi, rapide point sur l'histoire du PEA, Isor? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, le PEA, c'est une enveloppe qui a été créée il y a à peu près 30 ans, avec deux objectifs en fait relativement simples. Le premier, c'est d'aider les épargnants français à investir, de les encourager à se lancer un petit peu en bourse. Et le deuxième, d'accompagner la croissance des sociétés européennes. Et on voit maintenant, on a du recul, 30 ans de recul, c'est quand même un succès, avec à peu près 6,5 millions de PEA qui sont ouverts en France. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 100 milliards investis sur des PEA, donc majoritairement sur des entreprises européennes. 100 milliards investis sur des entreprises européennes. Je le disais là aussi, Andrea, avantage fiscal. Alors on a eu le PER, qu'est-ce qu'on a maintenant sur le PEA? Le PEA, c'est beaucoup plus simple. Oui. Voilà, il n'y a pas de double fiscalité ou de double choix. Non. Alors ça a évolué depuis la loi Pacte, ce qui a redynamisé d'ailleurs le PEA, les souscriptions, exactement, les souscriptions des épargnants français. Donc là, il y a une date à retenir, c'est votre PEA à moins de 5 ans ou plus de 5 ans. S'il a moins de 5 ans et que vous faites un retrait sur votre PEA, le PEA est clôturé et vous êtes taxé au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Maintenant, une fois que votre PEA a fêté son 5e anniversaire, là, toutes les plus-values générées ne sont soumises qu'aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. D'accord. Et les retraits que vous effectuez après 5 ans n'entraînent pas la clôture du plan. Vous pouvez toujours effectuer des versements complémentaires dessus pour pouvoir investir. Donc c'est souvent d'ailleurs pour ça, Andrea, qu'on dit qu'il faut prendre date, même si on n'a pas prévu d'investir tout de suite. C'est bien d'investir un plan d'épargne en action. Il vit sa vie ou il vit peu, et puis finalement, au moment où on est prêt à investir, on a pris date et ça nous permet de bénéficier de cet avantage fiscal. Et puis rappelons-le, depuis la loi Pacte, maintenant il est accessible également aux majeurs qui ne sont pas contribuables. Donc ça, c'est un changement également important. Avant, il fallait être contribuable pour ouvrir un PEA. Là, un jeune qui vient de fêter son 18e anniversaire peut ouvrir un PEA, même si, comme vous le disiez, il n'a pas l'intention d'investir forcément tout de suite. Les sommes tout de suite. Mais par contre, à 23 ans, du coup, son PEA peut déjà profiter de l'avantage fiscal. Et on a eu des questions de jeunes investisseurs, on les verra à la fin de cette présentation. Alors attendez, Isor nous expliquait dans un PEA, je peux mettre des actions de sociétés européennes, mais pas que. Des ETF, par exemple. Des ETF, voilà où on veut en venir. Des ETF. Alors, je ne sais pas si on voulait présenter peut-être la gamme des ETF. On l'aura un peu plus tard avec Isor, mais en tout cas, on peut rajouter des ETF et des fonds. Des OPCVM, donc SICA, VFCP, ETF, actions. Donc voilà, c'est la gamme des produits qui sont éligibles au plan d'épargne en action. Bon, et quelqu'un, Isor, qui nous regarde, qui aurait envie de se lancer maintenant, quelles recommandations vous pourriez lui donner? C'est toujours le plus compliqué de commencer en fait. Exactement, surtout comme mentionnait les jeunes à l'instant, je pense qu'il y a peut-être des règles d'or dans l'investissement un petit peu à respecter. La première, on l'a déjà cité plusieurs fois, c'est la diversification. Donc effectivement, l'avantage que peut avoir un ETF sur ce point-là, ça va être d'investir sur un panier. Donc en une seule transaction, on va avoir des dizaines, voire des centaines de valeurs dans son portefeuille. C'est le premier point, et je dirais que dans le cadre du PEA, il est particulièrement important parce qu'on le sait, 60% des investissements en PEA aujourd'hui sont sur des actions directes, donc qui ont tendance à moins diversifier le portefeuille. La deuxième règle, c'est d'investir régulièrement. Et là, il y a un mythe qui est souvent présent, qui est de se dire « Ah non, j'ai besoin d'accumuler pas mal de capital avant de commencer à investir. » Donc ça va être intéressant. Je suis pas assez riche pour investir. Exactement. C'est ce qu'on entend souvent. Et ce n'est pas forcément nécessaire, notamment quand on utilise des ETF à partir de 25 €. Donc ça, c'est relativement des montants relativement faibles. On peut commencer à investir sur des ETF éligibles au PEA. Et quand je mets ça en comparaison peut-être à des titres vifs qui sont bien
bien connues, des actions bien connues. LVMH, on serait plutôt sur quelque chose de l'ordre de 700 € pour une action. C'est pas simple, L'Oréal, 350. Donc voilà, pour quelqu'un qui veut se lancer, c'est pas toujours évident. Et le troisième point, donc la diversification, investir régulièrement. Et le troisième point qui est de ne pas essayer de timer le marché. On raisonne long terme, on en a beaucoup parlé avec le PER au début, qui est, on va dire, l'exemple le plus extrême. Mais c'est important, pourquoi ? Parce qu'on risque de manquer des opportunités. On a essayé de creuser. Toujours acheter au plus bas et vendre au plus haut. C'est ça, ce qui est quasi impossible. Nous, on a essayé de regarder un petit peu les chiffres sur le marché. Et en fait, sur 20 ans, si on a raté les 5 plus grosses séances boursières, on a perdu 30% de performance, ce qui est quand même un impact significatif. Et les gens qui derrière se disent mais finalement les actions ça me parle plus, pourquoi moi on voulait me faire absolument acheter des ETF dans un PEA? Alors déjà on peut combiner les deux. On n'est pas obligé de faire l'un ou l'autre, on peut faire l'un et l'autre. Exactement, et c'est un cas qui est tout à fait plausible. On l'a dit, diversification, facilité d'accès, c'était deux des éléments qui me semblent importants. Deux autres, c'est le coût. On a parlé de Black Friday, mais là encore, il faut se... il nous a promis des ristournes monstrueuses, 92%, j'ai bien retenu. Ça, c'était vraiment sur les frais de gestion. Ça, c'était sur les frais de gestion au sein de l'enveloppe ETF, mais il y a un autre coût à prendre en considération qui sont les frais d'exécution, donc le frais d'achat et de vente, qui, sur une très large partie des ETF iShares, dans le cadre de Bourso Market, sont gratuits. Donc, là encore un point, et puis peut-être un autre mythe sur lequel on peut revenir, qui est celui de se dire, voilà, quand j'investis sur une action en direct, je fais un choix très précis. Et en fait, on peut retrouver cette précision au sein des ETF. C'est-à-dire que même dans le cadre du PEA, si on va investir sur un secteur précis comme, je ne sais pas, les bancaires, etc., on va pouvoir le faire. Sur la technologie, on va pouvoir le faire. Donc on garde la main sur son épargne et sur la composition de son épargne avec les ETF également. Bon là, moi je suis convaincu. À ce stade, je me dis, ok, très bien, des ETF dans un PEA, j'ai envie. Est-ce que iShares en propose des ETF? Et si oui, lesquels? Forcément, je veux tout savoir maintenant. Alors évidemment, on a une gamme de 11. Et là, on a une slide. Voilà. Vous les voyez qui s'affichent, ce qui est encore plus simple. Donc on a 11 ETF qui sont éligibles au PEA. On va pouvoir peut-être un petit peu les regrouper en catégories pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc vous avez ceux qui vont être plutôt larges et diversifiés. Donc par exemple, iShares Core MSCI EMU, donc sur la zone monétaire européenne. Certains qui vont plutôt avoir un angle de durabilité, parfois plus axé sur le climat. C'est le cas par exemple d'iShares MSCI EMU Paris Align Climate, ou encore labellisé ISR, donc ceux qu'on retrouve aussi dans le PER Matelin. Et après, vous allez pouvoir découper différemment, découper par secteur. J'ai mentionné la technologie, on a aussi l'automobile, les bancaires, ou par pays, avec la France et l'Allemagne qu'on retrouve avec iShares Core DAX. Donc toute une panoplie, et je dirais un élément aussi qui est intéressant, on parle beaucoup en ce moment des problématiques de pouvoir d'achat, de la hausse des prix des matières premières. On peut également investir dessus avec iShares Diversified Commodity Swap sur cette thématique. Donc voilà, 11 fonds, on les voit à l'écran. On le rappelle, il faut lire. Là, ce qu'on vous montre, ce sont les fonds qui peuvent rentrer dans l'enveloppe du PEA, mais après, il faut lire les documents d'information réglementaire des fonds que vous trouverez d'ailleurs sur les pages produits de Boursorama pour mieux choisir vos produits. Et puis aussi, ces produits, ils sont disponibles toujours à 0 € de frais de courtage dans le cadre de Bourso Market. Voilà pour le PEA, c'était clair. Mais les ETF, on peut aussi les mettre, et ça c'est peut-être un tout petit peu moins connu pour les investisseurs novices, dans une assurance vie. Arnaud, l'assurance vie classique, indémodable, je ne refais pas le coup, placement préféré des Français, tellement souple qu'on peut y mettre plein de choses et des ETF. Tout à fait. Effectivement, c'est une évolution peut-être un petit peu plus récente. Ça fait quelques années, 5-6 ans que c'est le cas, mais la part est grandissante. Enveloppe préférée des Français, peut-être un petit retour sur ce que ça veut dire. Donc, c'est environ 45% des ménages qui ont effectivement un contrat. C'est environ 17 millions de contrats. Donc, en comparaison des chiffres qu'on avait entendus, effectivement, c'est 1700, 1600 milliards d'euros sous gestion, exactement. Je crois à peu près les derniers chiffres. Oui. C'est 1700 milliards en tout cas, que l'ordre de grandeur. Donc il y a cette notion en fait de vie qui est assez intéressante, et quand on compare par rapport à d'autres pays dans lesquels l'assurance vie est peut-être moins développée. En fait, cette notion de vie, on donnait en fait en réflexe un peu aux parents dès la naissance de les ouvrir et de prendre date d'ailleurs par rapport à ce qu'on avait dit précédemment.
effectivement, c'est pour ça qu'on a vu cette proportion. C'est vraiment quelque chose de très générationnel. Donc, pour la plupart d'entre nous, on l'a probablement entendu déjà de nos parents, et donc on a suivi le modèle. Et c'est vraiment ce qui explique le succès de cette enveloppe. Donc, on va retrouver effectivement à la fois un peu comme le PER de la gestion pilotée et de la gestion libre, dans lequel on va retrouver un ensemble de supports disponibles sur différentes classes d'actifs. Il y a des particularités à connaître pour les ETF dans le cadre de l'assurance vie? Alors donc déjà en fait, donc, quand on parle des ETF, on va les retrouver dans ce qu'on appelle les unités de compte. Oui. Donc en fait on a un peu deux compartiments dans ces enveloppes assurantielles. On a du coup un support qui est très sécurisé. Le fonds euro, que tout le monde connaît. Exactement. Ouais. Et des supports qui donc en unité de compte qui apportent du risque. Donc sur différentes classes d'actifs, on l'évoquait, différents Du risque mais plus de rendement. Du risque mais plus de rendement. Ouais. Et en fait, effectivement, ça va permettre de faire bouger le curseur et d'adapter en fait ce portefeuille avec notre appétence en termes de risque, notre profil et notre horizon. Donc soit au travers encore une fois d'une gestion pilotée, donc beaucoup plus guidée, ou soit avec les choix de gestion. Et donc en fonction des assureurs, on va retrouver un éventail de supports disponibles avec différentes effectivement, zones géographiques relativement souples en comparaison de ce qu'on avait entendu au niveau du PEA. Oui, parce qu'on est peut-être plus limité par la zone Europe, c'est ça, Arnaud? Exactement. D'un point de vue géographique, on a vraiment tout le globe à disposition, aussi bien les émergents que les pays développés. On va retrouver certains supports qu'on a évoqués dans le cadre du PER avec du MSCI World, SRI, dans lequel on va avoir et le volet transition énergétique et le volet diversification géographique. On va retrouver des thèmes qui effectivement sont très porteurs en ce moment, en tout cas dans cette vision très lointaine, en se disant que je veux m'exposer non pas sur les gagnants du passé mais les gagnants du futur. C'est toujours mieux. Un thème qui est très plébiscité qu'on retrouve, c'est le thème de clean energy, donc les énergies vertes. On est en plein milieu de la COP, on comprend ce qu'on a vécu en 2022 cet été, donc voilà, tous les faisceaux sont alignés et c'est un thème qu'on va retrouver typiquement dans les enveloppes assurantielles. Mais je crois que c'est le iShares Global Clean Energy, c'est ça? Merci pour le nom voilà, précis. Moi j'ai la note, c'est plus facile. Et là je me tourne vers Andrea, vous nous avez fait brillamment la fiscalité de tous les autres produits, vous allez aussi vous y coller pour l'assurance vie, Andrea. Je vais m'y coller pour l'assurance vie. On a une petite slide pour ceux qui nous regardent. Alors là, c'est pareil, je vous ai un peu simplifié quand même le travail, puisque vous savez qu'il y a la loi de finances qui est venue modifier considérablement tout ça. Là, je vous fais la fiscalité depuis que la loi de finances est passée. Sinon, il y a beaucoup de cas spécifiques. Et là, on peut faire un webinaire aussi dédié. Voilà. Donc non, alors là, c'est très simple. Alors déjà, peut-être premier rappel, puisque tout à l'heure, on nous disait que c'était un produit qui était un peu transmis presque de génération en génération. Et il a souvent la mauvaise étiquette. Les gens disent oui, alors c'est un produit qui a un avantage fiscal, mais on est coincé dessus. On entend souvent ça. On est bloqué. Je ne peux pas sortir mon argent de mon assurance. Alors c'est complètement faux. Alors déjà, préjugé qui a la vie dure. Préjugé qui a vraiment la vie dure. Par contre, ce qu'il se passe, un peu comme le PEA, c'est que vous avez une date un petit peu charnière, c'est-à-dire qu'avant les 8 ans du contrat, si vous faites des retraits sur votre contrat d'assurance vie, ils vont être fiscalisés, j'ai envie de dire, au maximum, au fameux 30% de prélèvements forfaitaires uniques, 12,8 plus 17,2 de prélèvements sociaux. Par contre, une fois qu'il a atteint ces 8 ans, vous avez une belle partie des plus-values qui ne vont être taxées qu'à 24,7%, donc 7,5% de prélèvements forfaitaires plus 17,2% de cotisations sociales. Donc vous avez un avantage fiscal après 8 ans, mais ce qui ne veut pas dire que le contrat est illiquide et que vous ne pouvez pas retirer de l'argent à tout moment. C'est juste moins optimisé fiscalement. C'est moins optimisé, il n'y a pas d'optimisation fiscale finalement avant les 8 ans, on se retrouve sur la même fiscalité avec un compte titre par exemple. Et vous avez l'avantage après 8 ans, mais je le rappelle, vous n'êtes pas bloqué, l'argent n'est pas bloqué pendant toute la durée ou jusqu'à 8 ans. Donc c'est important de le dire, parce que c'est vrai que c'est un préjugé qu'a la vie dure sur l'assurance vie. Et on a encore beaucoup de questions quand on fait des webinaires assurance vie sur le sujet. Merci Andrea pour ce point fiscalité. A priori, vous en avez fini pour ce soir. Ah non, on va reparler du compte titre aussi. Ça sera plus simple. Justement, on a parlé PER, on a parlé PEA, on a parlé assurance vie. On avait envie de finir par le bon vieux compte titre, peut-être un peu éclipsé par les produits qu'on a évoqués précédemment, mais
faut pas l'enterrer trop vite, Arnaud, parce qu'il conserve encore de solides atouts, le compte titre. Tout à fait. Donc, on va attendre, garder le suspense sur la partie fiscale du compte titre. Mais en fait, donc déjà, par définition, il est beaucoup plus ouvert. Donc, j'évoquais dans le cadre de l'assurance vie un éventail de supports disponibles. Là, pour le coup, on a tout le catalogue, ce qui permet d'avoir une profondeur et de combiner, de constituer le produit qui nous va bien, adapté à sa stratégie d'investissement. C'est le ou plutôt les, c'est-à-dire une combinaison de produits qui est le plus adapté, qui permet de bénéficier de la globalisation, qui permet de se repositionner sur des thèmes. Donc, on a évoqué certains thèmes déjà. Mais Isor parlait de l'inflation, qui est quelque chose qui a été avec nous pendant toute l'année et sur lesquels on peut facilement trouver différents types d'ETF qui permet de se prémunir face à l'inflation, qui soit directement sur des matières premières, sur des thèmes obligataires protégés contre l'inflation. On va retrouver d'autres thèmes. Quand on parle de thèmes, on a l'habitude d'imaginer un univers très large. Et c'est vraiment la construction même de ce type d'investissement. C'est que si on veut un secteur ou une thématique, on a besoin en fait de prendre l'univers le plus large possible et de définir les valeurs qui sont le plus impactées par ce type cette nature de cette thématique qui vient porter. On peut en parler plusieurs. Il y a l'électrification des véhicules qui est un thème, la robotisation, il y en a d'autres. Et donc, on a besoin effectivement d'inclure les États-Unis. On le rappelle, si on regarde la capitalisation boursière mondiale, on est sur du 60%. Donc, se couper de 60%, c'est un petit peu compliqué. Les émergents avec une dynamique qui est particulière. Donc, en termes de diversification, on en a besoin. Puis on voit le cas dans votre exemple de l'électrification des véhicules. On a Tesla aux États-Unis, on a les fabricants de batteries qui sont en Chine, on a sans doute des composants qui sont fabriqués en Europe. Bref, tout ça est très réparti dans différentes zones géographiques. Il faut regarder quelques champions nationaux qui décident de faire un spin-off et d'avoir effectivement une sous-compagnie, une entité, mais c'est marginal par rapport à ce qui est en train de se jouer ailleurs. Donc on a besoin de cette diversification géographique que nous offre en fait cette enveloppe compte titre. Et ce qu'on peut dire aussi, Arnaud, c'est que je crois que même au sein d'un secteur, on peut par exemple parler de la santé, on peut descendre très précisément parce qu'on pourrait croire, bon ok, j'investis dans la santé, mais on peut aller chercher vraiment des sous-secteurs très spécifiques sur lesquels on va trouver des ETF, que ce soit des équipementiers, que ce soit plutôt des biotech, que ce soit plutôt des équipementiers qui fournissent des produits pour l'industrie pharmaceutique, par exemple. Tout à fait. En fait, quand on regarde l'ensemble de toutes les valeurs, on a en fait des grandes industries. Et en fait, quand on dit secteur, on vulgarise un petit peu tout ça, mais ensuite, il y a effectivement des finesses en termes de classification. On évoquait, il y a la partie pharmaceutique, on a effectivement des équipementiers, des fournisseurs de solutions plus technologiques, et donc on va pouvoir identifier des sous-secteurs ou des thèmes. Donc on a l'innovation dans la santé, qui était un thème qui effectivement a été beaucoup suivi, notamment pendant cette crise du Covid, avec un regain d'intérêt pour tout ce qui va être développement d'une nouvelle génération de typologie de médicaments et de suivi. Là aussi, je suis débutant. J'écoute ça, je me dis, bon, le compte titre, ça m'a l'air plutôt simple. Les ETF, ça y est, là, j'ai bien compris. On m'a fait bien la leçon, c'est plutôt simple aussi. Comment je débute pas à pas sans me planter ? Eh bien, alors, je vais commencer déjà par évoquer le fait qu'on a un portail sur Boursorama, par exemple, pour essayer de filtrer cet très univers. Bon réflexe, mais oui. Donc, je parlais en fait du catalogue. Donc, le catalogue, ça peut faire peur, mais en fait, il y a effectivement une façon de pouvoir resserrer vers les ETF qui me conviennent au travers des différents filtres qu'on va retrouver sur le portail Boursorama. Deuxième élément qui est important, c'est en termes de coûts. On a évoqué, donc il y a deux sources de coûts qu'ils auraient évoquées. Une partie qui va être sur les frais de trading, donc on parle d'un support qui est coté en bourse, donc on a cet achat-vente, et un deuxième qui est sur les frais de gestion. Donc vous avez la chance, j'ai envie de dire, grâce à Boursorama, de ne plus s'occuper du premier volet, puisqu'il y a c'est zéro, sur les ETF iShares.
Et effectivement, il y a les frais de gestion à prendre en considération lorsqu'on va faire cette sélection. Mais, donc c'est le deuxième attrait. Le troisième, j'ai envie de dire, en termes d'investissement, c'est le montant initial demandé. Donc on évoquait des 150 €, des choses assez faibles, mais là sur les ETF, on peut être encore beaucoup plus bas dans un compte titre. On parle de 25 € pour une part d'ETF. Donc c'est très peu cher. Et on évoquait effectivement les versements un petit peu qu'on peut faire au fur et à mesure du temps, de manière versement programmé ou en tout cas d'acheter régulier pour essayer de ne pas avoir un point de marché et lisser en fait dans le temps cet investissement. Et encore une fois, sur des horizons longs, ça nous permet effectivement d'éviter les fluctuations à court terme et les bruits. Et on rappelle toujours que sur ce type de produit, il y a toujours un risque de perte en capital, en particulier lorsque l'horizon d'investissement est limité. Donc soyez les gens toujours conscients au moment d'investir. On va terminer forcément avec un petit point de fiscalité sur le compte titre, André. Ah bah oui. Alors, c'est la fiscalité la plus simple, puisque les plus-values sont taxées à 30%. On n'a pas voulu finir par le PER pour pas trop vous mettre à rude épreuve. C'est très gentil. Donc, c'est les 30% donc, du prélèvement forfaitaire unique ou le barème progressif de l'impôt sur le revenu si c'est plus avantageux. Alors, effectivement, c'est le moins attrayant d'un point de vue fiscalité, mais après, Arnaud l'a très bien dit, il n'y a pas de bonne ou mauvaise enveloppe en fait, pour investir en ETF. Et l'avantage du compte titre, c'est que tous les produits y sont éligibles. Là, on parlait de l'offre Bourse Markets, c'est plus de 130 ETF de la gamme iShares qui sont du coup éligibles au compte titre sans aucun frais de courtage. Pareil, on l'a redit, alors comment on choisit une ETF parmi 130 ? Il y a le portail d'information Boursorama et un certain nombre quand même de vidéos et de contenus pédagogiques qui nous expliquent ETF, et une émission bimensuelle 100% ETF qui vous aideront du coup si vous êtes perdu parmi ces 130 ETF sur les thématiques, sur la nature des ETF, il y a plein de choses à choisir le bon produit. Donc voilà, l'avantage du compte titre, c'est sa pluralité, c'est sa capacité à accueillir tous les supports en contrepartie d'une fiscalité un tout petit peu moins avantageuse peut-être que les plans qu'on a vus auparavant. Et ben voilà, PER, PEA, assurance vie, compte titre, on a tout fait. On va passer aux questions. On en a une qui est tombée en direct de Luc qui nous dit bonsoir de Saint-Malo. Eh ben bonsoir Luc. Est-il trop tard pour prendre un PER à 55 ans ? J'ai déjà un portefeuille dividende en bourse. Donc 55 ans, trop tard pour faire du PER ? Est-il jamais trop tard ? Ou 55 ans, j'ai envie de dire, il y a encore... Ça dépend de sa date théorique estimée de départ en retraite. Mais c'est comme la ligne d'arrivée, j'ai l'impression qu'elle elle a plutôt tendance à se décaler. Donc ça veut dire que ça laisse globalement un horizon d'investissement qui est a priori au moins de 7 ans, peut-être même de 10, ça va dépendre de ce qui nous attend. Et avec un horizon de 7 ans à 10 ans, on est tout à fait dans l'ordre d'horizon d'investissement d'un produit diversifié comme le PER. Ben voilà. Donc on peut encore ouvrir un PER sur Boursorama. On peut encore ouvrir un PER. Matelas Lorenz qui nous avait envoyé une question au moment de l'inscription. Quels sont vos fonds avec les frais de gestion les plus faibles ? C'est toujours important cette question des frais. On l'explique, mais elle revient. Quels sont vos fonds les plus performants sur 1, 5 et 10 ans ? Lorenz, je suis obligé de vous resservir la formule type. Attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais est-ce qu'on peut quand même peut-être lui répondre, Arnaud ? Bien sûr. Alors sur le premier volet de la question, donc sur les frais de gestion, vous allez voir effectivement une gamme vraiment sortir un petit peu du lot avec des frais de gestion relativement bas. On l'appelle un cœur de portefeuille et donc la sous-marque, on va dire, chez iShares, ça va être Core. Donc vous allez retrouver en fait une déclinaison des différents blocs, notamment sur la partie action des blocs régionaux et même l'intégralité avec le World. Donc il y a cette typologie dans lesquelles les frais de gestion sont maîtrisés, cœur de portefeuille encore une fois, et on ne va pas nécessairement retrouver des expositions de précision et des paris beaucoup plus spécifiques, des envies. Sur le deuxième volet des performances, donc après le disclaimer que vous avez mentionné, effectivement, quand on va regarder sur des horizons assez longs, déjà on va s'apercevoir qu'il y a assez peu de perdants. Donc ça, je rejoins un petit peu le point d'Henri Chabadel. Sur un horizon de 10 ans, j'aurais du mal à retrouver une exposition qui soit en négatif, par exemple. Il doit y en avoir, mais il n'y en a pas beaucoup. Sur un horizon plus court, effectivement, on a eu
la partie segment bancaire qui a été un petit peu plus chahutée sur cette année, sur les peut-être 3 à 5 ans, donc probablement en queue de tableau. Et sur la partie positive, on l'évoquait déjà, le thème de la clean energy, c'est effectivement, il y a, notamment grâce aux années Covid, il y a eu effectivement une performance qui était très impressionnante. Donc, tous les groupes qui sont des énergies renouvelables. Exactement. Et quand on dit clean energy, c'est l'énergie renouvelable. Le deuxième, peut-être à plus court terme, ça va être le Brésil, qui effectivement a une année 2022 qui est un petit peu différente de tout le reste des zones. Donc il y a le côté exportateur de matières premières. Il y a le côté incertitude politique qui vient d'être un petit peu levé et donc effectivement qui a une année très, très bonne. Donc sur un an, je pense qu'il sera en haut de tableau, et tout comme les matières premières en direct qu'on évoquait au travers très forte pour cette année 2022. Bien sûr, la construction de portefeuille, c'est important de réfléchir pas uniquement en termes de performance, et vous l'avez rappelé, surtout pas de performance passée. Parce que, déjà, les performances, ce n'est qu'un indicateur, mais ce dont on se rend compte, c'est que l'aspect tactique, et on l'évoquait, je crois que c'était Isor qui l'évoquait tout à l'heure, l'aspect tactique, quand on regarde les études académiques qui existent sur le sujet, ça explique 10 ou 20% de l'écart de performance entre les différents portefeuilles des différents investisseurs. Et ce qui va expliquer l'essentiel de l'écart, c'est la construction plus stratégique du portefeuille, c'est-à-dire où est-ce que vous allez mettre votre pivot action. Est-ce que vous allez détenir 20%, 30%, 50% ou 80% d'actions? On revient au profil prudent, équilibré. On revient à l'allocation. Voilà, on revient à l'allocation. Comment je construis mon allocation? Voilà. Et deuxièmement, est-ce que vous êtes plutôt bien diversifié? Auquel cas, il y a une formule sur les marchés qu'on connaît depuis 50 ans qui est la diversification, c'est le seul repas gratuit sur les marchés financiers. Donc là, si vous êtes bien diversifié, en fait, vous éliminez une partie du risque que vous avez en portefeuille en conservant le potentiel de rendement. A contrario, si vous êtes plutôt peu diversifié, finalement, vous prenez plus de risques sur certains facteurs de marché, mais le risque, c'est aussi de faire les mauvais choix. Et donc, ça revient au point qu'Arnaud a évoqué. Quand on construit un portefeuille, il faut bien construire son allocation, c'est-à-dire le pivot de risque qu'on choisit. Il faut essayer d'être bien diversifié, d'être global. Et puis, évidemment, rien n'empêche d'essayer de jouer quelques thématiques pour essayer de doper la performance ou de répondre à un moment donné à une intuition qu'on peut avoir sur les marchés. Mais attention, chaque intuition d'un investisseur est compensée par la contre-intuition d'un autre investisseur. Un investisseur qui achète a toujours face à lui quelqu'un qui vend. Voilà, en tout cas, l'allocation est la clé. Et puis les frais, on a vu aussi tout à l'heure. Et les frais. L'exemple de Lucie. Voilà, sur une durée quand même assez longue, les frais peuvent avoir un impact extrêmement significatif sur la performance des investisseurs. Jordan, qui nous pose une question en direct. Bonsoir, les supports investis dans le PER Matelas produisent-ils des dividendes? Oh, quelle est bonne cette question. Alors je ne crois pas, parce que par construction, on n'a pas investi dans des ETF qu'on qualifie de distribuants, au sens où ils ne détachent pas de coupons. Mais évidemment, toutes les actions qu'on détient détachent des dividendes. Ce qui se passe, c'est que les dividendes qui sont détachés par les actions dans lesquelles les ETF investissent sont capitalisés par le produit, par l'ETF, et réinvestis dans le panier. Donc je ne le touche pas sur Vous ne le voyez pas, mais il est là. Voilà, l'investisseur ne le voit pas en crédit sur son compte, mais il le voit d'une certaine manière en contribution à la performance de l'ETF. Bon, question de Raymond aussi en direct. Quels sont les ETF admissibles dans un PER 1? Alors je ne sais pas s'il parle d'un PER 1 en général ou du PER Matelas, mais... Alors en tout cas sur le PER Matelas, on l'a dit tout à l'heure, il y a 6 fonds indiciels iShares qui sont éligibles, qui représentent les grandes expositions monde, Europe, Amérique du Nord. Donc de toute façon, c'est Raymond il pourrait le voir s'il a un contrat en tout cas Matelas, il pourra voir au moment du coup des arbitrages, des versements, quelles sont la liste des supports éligibles sur la gestion libre. Bon, justement, on a Antoine qui nous dit pourquoi dans le profil gestion libre dans le PER Matelas, le nombre des ETF iShares devient limité à 4 seulement en faveur d'une grande variété pour les FCP SICAV. Alors sur la partie gestion libre... Oui, tout à fait. Alors déjà, ce sont bien des fonds indiciels. Je rappelle, côté iShares, ce ne sont pas des ETF, c'est quand même un petit peu différent. Bonne question. D'accord, et ben voilà, il va falloir bosser pour lui préparer une réponse. Mais on le retient et voilà. Hélène, puisque les ETF sont par essence diversifiés, faut-il quand même faire des arbitrages dans son portefeuille? Et si oui, à quelle fréquence? Ou continuer à mettre un peu tous les mois sur un même ETF plutôt large? Je la comprends bien cette question, parce qu'on se dit finalement, et si je prenais le MSCI Monde,
je me préoccupe plus de rien, je mets ce que je peux, 100 € par mois, 150, et puis vogue la galère. Ou au contraire, est-ce qu'il faut, je dirais, avoir une gestion active des ETF? Alors, je n'aurais pas employé l'expression vogue la galère. Personnellement, je trouve que vogue la croisière. Vogue la croisière, où la croisière s'amuse. En l'occurrence, effectivement, quand on ne sait pas, le meilleur choix pour l'investisseur, c'est d'investir conformément à la communauté des autres investisseurs. C'est ce que nous enseigne la théorie, c'est ce qu'on appelle le portefeuille de marché. Et donc sur les actions, le portefeuille de marché, c'est le MSCI Monde, puisque c'est l'indice, on va dire, le plus large, le plus représentatif de la capitalisation mondiale. Évidemment, la réponse va changer selon différents critères. Premièrement, est-ce qu'on a envie d'introduire un certain nombre de préférences dans la construction de portefeuille? Le portefeuille de marché, il n'inclut aucune préférence particulière, c'est le reflet des préférences consolidées de l'ensemble des investisseurs. Un investisseur particulier peut être plus ou moins sensible aux thématiques ESG. Il peut avoir plus ou moins envie d'avoir un impact au niveau climatique, d'investir dans des thématiques comme par exemple les énergies renouvelables. Et donc évidemment, plus on va vouloir intégrer de préférences dans un portefeuille, plus il va falloir être granulaire. Et évidemment, le troisième aspect dans la construction de portefeuille, c'est si on a à un moment donné des vues, et il faut pour cela travailler, c'est-à-dire que c'est pas en se levant le matin et en se rasant qu'on peut avoir comme ça une intuition en se disant tiens, ce matin, il faut que j'investisse dans les actions américaines ou dans les actions brésiliennes. Donc il faut travailler un petit peu, c'est ce que en général c'est un métier, donc c'est le travail des gérants. Et dans ces cas-là, l'idée c'est effectivement d'essayer d'aller s'investir de manière préférentielle sur une thématique donnée, une zone géographique donnée, une classe d'actifs donnée pour essayer de capter en avance un mouvement, une tendance qui à un moment ou à un autre devrait se matérialiser au niveau de la communauté des investisseurs. C'est ce qu'on appelle la gestion tactique. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ça correspond en général à 10-20% maximum de l'écart de performance de l'ensemble des investisseurs. C'est important à garder ça à l'esprit. Patrick qui nous pose une question que beaucoup doivent se poser. Quid des ETF à privilégier en période de forte inflation? Question hautement d'actualité. Effectivement, donc, je pense que le premier point, on va dire l'association la plus directe, c'est l'augmentation des prix des matières premières. Et on en a parlé dans le cadre du PEA. Vous avez la possibilité d'investir sur un ETF qui s'appelle iShares Diversified Commodity Swap, sur le PEA ou sur le compte titre, bien évidemment. Et donc là, en fait, ça vous donne accès en une seule transaction à 26 matières premières qui sont impactées par la hausse des prix. Donc ça, c'est la manière, on va dire, la plus intuitive d'investir pour l'inflation. L'autre point, peut-être un petit peu plus indirect, c'est de privilégier des ETF obligataires qui vont être liés à l'inflation et donc qui suivent des indices qu'on appelle Inflation Linked ETF. Que vous pourrez retrouver, alors cette fois-ci sur le compte titre, puisqu'on n'est pas dans l'enveloppe action, je rappelle, PEA. En tout cas, voilà, 2 solutions concrètes pour se protéger de l'inflation. Dorian, quels sont les placements en bourse avec peu de risques que je peux faire en étant un jeune adulte, 21 ans, voilà le jeune investisseur dont je parlais, il veut se lancer, allez, il faut vraiment l'encourager là. Donc il y a le côté peu de risque et le côté de 21 ans qui viennent un petit peu se mélanger en termes de construction, une dissonance en termes de construction de portefeuille, parce que c'est vrai que sur un temps long, là je vais plutôt répéter ce que Henri nous rabâche. Là, on peut dire à Dorian déjà, on met des sous sur le livret A. Et... Sur un horizon long, effectivement, les actions ont le potentiel de rendement le plus attractif. Donc, si on parle effectivement d'un investisseur qui a 21 ans, à la base, on imagine une capacité d'épargner sur du long terme. Maintenant, si effectivement, là, l'idée est de commencer, je pense, oui, voilà. Et de commencer, mais surtout de se constituer un peu d'argent pour acheter une voiture l'année prochaine, donc vraiment sécuriser, parce que le profil de risque est plutôt prudent. Effectivement, on va être plutôt sur de l'obligataire et effectivement, pour abaisser les fluctuations de marché, on va réfléchir à ce qu'on appelle des durations courtes, donc c'est-à-dire qu'on va acheter des ETF dont les émissions obligataires qui constituent cet ETF ont été émis sur effectivement des échéances qui sont assez courtes. C'est quoi une échéance courte, qu'on soit bien clair? Une échéance courte, ça va être 3 ans. D'accord. Et en l'occurrence, des émissions d'État seront plus sécurisantes que des émissions obligataires d'entreprise. Effectivement, et après il y a différentes catégories d'entreprises émettrices. Donc il y a ce qu'on appelle les ratings,
pour ceux qui on refait, connaissent. Dorian, l'investment grade pour les entreprises très bien notées, et le haut rendement, le high yield, tout ça est un peu jargonneux, mais voilà, pour les entreprises un petit peu moins bien notées. Mais en tout cas, on a quand même quelques pistes de réflexion pour Dorian, pour commencer son investissement en ETF. Laurent, c'est vrai qu'on a souvent cette question des jeunes investisseurs, et parfois ils associent le risque non pas au risque du produit en lui-même, mais à un risque de momentum, c'est-à-dire est-ce que c'est le moment, et on le rappelle finalement. Voilà, ce soir on a bien compris qu'il fallait un peu se défier de ça. Exactement, et que c'est vraiment investir progressivement qui va aussi permettre de réduire ce risque un peu de momentum, et c'est souvent ce que nous demandent les jeunes investisseurs, c'est est-ce que c'est le moment de me lancer, est-ce que c'est maintenant que je dois ouvrir une assurance vie ou un PEA. C'est le moment à partir du moment où vous investissez progressivement, et que bien sûr vous avez une épargne de précaution à côté pour le coup dur de la vie, j'ai envie de dire. Du coup, quand il faut changer la machine à laver, c'est... Le sèche-linge, la voiture. Si je peux me permettre une intervention, effectivement l'investissement régulier c'est sans doute la clé pour répondre à Dorian qui a envie de maîtriser son risque. Alors on ne connaît pas son horizon, on ne connaît pas son profil de risque, donc on ne peut pas répondre précisément, mais l'investissement régulier c'est un vrai outil de maîtrise du risque. Pour vous donner un exemple, cette année, on est sur une année qui est franchement baissière sur les marchés actions. Donc, un investisseur aurait pu vouloir investir sur les marchés d'actions le 31 décembre. Il serait en gros en baisse aux alentours de moins 10, moins 15, à un moment donné près de moins 20 cette année. S'il investit régulier, à chaque fin de mois, il va quasiment diviser son risque de perte par 2. Puisqu'en fait, même dans un marché qui va baisser continuellement, évidemment, le premier ticket qu'il va faire va être à un prix élevé, mais progressivement, il va moyenner à la baisse. Et à un moment donné, un peu par hasard, il va rentrer au plus bas du marché. Et in fine, sa performance globale sur l'année, si le marché est à moins 20 sur une année complète, il va être à moins 10. Toujours important de garder ça à l'esprit. On termine par cette question de Malek qui nous demande comment on retrouve les ETF qui sont éligibles dans Boursorama Vie. Boursorama Vie, c'est le contrat d'assurance vie de Boursorama. Comment on les retrouve simplement Eh bien, un petit peu comme le Peramatla dont on parlait tout à l'heure. Alors, soit la souscription, si vous êtes en gestion libre, soit au moment des actes de gestion, donc des versements, vous allez retrouver un moteur qui vous indiquera quels sont les produits qui peuvent rentrer en unité de compte dans votre contrat d'assurance vie, dont les ETF d'iShares, bien évidemment. Bon ben voilà, 20h29, on a quasiment fait 1 heure sur le sujet. J'espère qu'on a répondu à l'essentiel de vos questions. Merci à vous, nos experts, d'avoir dressé un point sur les ETF dans les différentes enveloppes. Merci Laurent. Et je le rappelle, si vous n'avez pas pu tout voir, eh bien, le replay sera dans quelques jours sur le site de Boursorama. Restez avec nous encore quelques minutes, toutes petites minutes, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction. Très bonne soirée, à bientôt.